Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Comme chaque soir à 18h30, on se retrouve pour la première édition d'information de la soirée. Voici les principaux titres. La visite des souverains d'Espagne au Maroc donnera un nouvel élan aux relations entre les deux pays voisins. Le Maroc et l'Espagne œuvrent pour un partenariat multidimensionnel mutuellement bénéfique dans de nombreux domaines. Le Parlement européen adopte en session plénière à Strasbourg à une écrasante majorité le nouvel accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. Le vote est la dernière étape de validation au niveau européen avant son adoption par le Parlement marocain. Et puis le ciel se poursuit à Casablanca. À chacune de ses éditions, le succès est au rendez-vous. Le Salon international du livre et de l'édition est avant tout un lieu d'échange et de rencontre. On verra cela en fin de journée. Le ministère de la Maison Royale du Protocole et de la Chancellerie annonce qu'à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Leur Majesté le Roi Don Philippe VI et la Reine Donia Letizia, souverain du Royaume d'Espagne, effectueront une visite officielle au Royaume du Maroc mercredi et jeudi 13 et 14 février 2019. À cette occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu le préserve, aura des entretiens officiels avec son illustre hôte. Les deux souverains présideront la signature de conventions entre les deux pays. Sa Majesté le Roi offrira au Palais Royal Arabat un dîner officiel en l'honneur des souverains du Royaume d'Espagne et de la délégation les accompagnant. Cette visite reflète la profondeur et la qualité des relations bilatérales grâce à la volonté commune de consolider le partenariat stratégique multidimensionnel unissant les deux pays voisins et amis, conclut le communiqué. La visite officielle des souverains d'Espagne au Royaume donnera un nouvel élan, nous le disions, aux relations entre les deux pays voisins qui ont toujours été historiquement très proches, forts de leurs relations distinguées. Le Maroc et l'Espagne ont toujours fait preuve d'un engagement sans faille à œuvrer pour un partenariat multidimensionnel mutuellement bénéfique dans de nombreux domaines. Mohamed Elkashkar. Juillet 2014 pour leur premier voyage en dehors des pays de l'Union européenne. Les souverains espagnols, Sa Majesté le Roi Felipe VI et la Reine Laetitia, se rendent au Maroc à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Une visite historique qui confirme le caractère exceptionnel, privilégié, stratégique et singulier des relations entre les deux pays. Une visite qui traduit également la relation séculaire et fraternelle entre les deux familles royales. Les deux souverains partageant une vision stratégique et la même détermination à faire des relations maroco-espagnoles un exemple de partenariat nord-sud, solide, novateur et modèle en matière de coopération entre voisins entre les deux rives de la Méditerranée et au sein du bassin méditerranéen. الدبلوماسية الملكية هي صمام أمان للتقارب في وجهات النظر كما بيّنت تجربة. La diplomatie royale est une soupape de sécurité dans le rapprochement, comme l'a montré l'expérience vécue grâce aux relations solides d'amitié entre les deux familles royales, marocaines et espagnoles, relations qui sont aujourd'hui renforcées sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Sa Majesté le Roi Felipe VI. Des relations qui se nourrissent par l'amitié séculaire et par le fait que les deux souverains sont de la même génération. Ils ont des convictions démocratiques très profondes, ce qui est une garantie pour la poursuite de ces liens solides maroco-espagnols. Les deux pays entretiennent d'excellentes relations dans tous les domaines, ce qui privilégie une identité de vue sur de nombreuses questions régionales et internationales, en plus de la coopération bilatérale, le Maroc offrant un modèle en matière d'ouverture et de tolérance autant que dans les domaines de la stabilité et de la sécurité. Les deux pays œuvrent ainsi main dans la main pour relever différents défis communs, notamment concernant la lutte contre le terrorisme, le crime organisé ou encore la migration irrégulière. المغرب وإسبانيا بلدان جاران صديقان وكذلك شريكان استراتيجيان. Le Maroc et l'Espagne sont deux pays voisins et amis. Ce sont également des partenaires stratégiques. Les dossiers stratégiques de coopération bilatérale sont d'abord celui de la migration, ensuite celui de la sécurité et de la paix.
Au plan économique, l'Espagne est devenue un partenaire commercial de premier plan pour le Maroc. L'entente entre les deux pays se concrétise également par le soutien de l'Espagne au Maroc dans les différentes instances relevant notamment de l'Union européenne. Par exemple, l'appui de Madrid aux accords agricoles et de pêche. España y Marruecos se han convertido respectivamente. L'Espagne et le Maroc sont devenus de véritables partenaires. L'Espagne est d'ailleurs le premier partenaire commercial du Maroc. Et le Maroc est le deuxième partenaire commercial de l'Espagne, derrière les États-Unis d'Amérique et hors pays de l'Union européenne. Ce sont là des données très importantes. En plus, les échanges commerciaux ont doublé en 6 ans entre les deux pays, que ce soit pour les exportations marocaines vers l'Espagne ou les exportations espagnoles vers le Maroc. Y de lo que exporta España hacia Marruecos, por 2 en solo 6 años. En los últimos 6 años se ha multiplicado por 2 el volumen. Et puis, il y a tous ces liens humains très ancrés dans l'histoire et qui occupent une place importante dans les relations entre les deux pays, avec près d'1 million de Marocains qui vivent en Espagne et qui forment un formidable moteur pour la croissance et le développement des deux pays. Une communauté très active grâce, enfin, à des relations et des échanges de programmes culturels qui donnent toute la visibilité à la présence de l'Espagne au Maroc et à la présence du Maroc en Espagne. Le rapport sur la migration en Afrique, rapport de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, leader africain sur la question migratoire, rapport présenté hier lors du 32e sommet ordinaire de l'Union africaine, a été fortement salué à Addis Abeba. L'Union africaine exprime également sa gratitude au Maroc pour son offre d'abriter le siège de l'Observatoire africain des migrations. Abdelhaï Nasser et Nisrin Naouzda. Le rapport de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, dont lecture a été donnée hier au sommet de l'Union africaine par le chef du gouvernement Saadi Latmani, et l'engagement infaillible et constant du Maroc en faveur d'une migration sûre, coordonnée et ordonnée, ont été fortement salués à Addis Abeba. Le rapport de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, leader africain sur la question migratoire, met en avant les réalisations et les enjeux de la charte de Marrakech. Le souverain y souligne que la question de la migration doit être traitée suivant une approche de développement qui s'attaque à ses causes profondes, telles que le changement climatique, l'instabilité politique et la violence ethnique. Un nouveau message fort et audacieux pour régler efficacement cette problématique transfrontalière. Je pense que c'est un excellent rapport et je pense que ce rapport prouve le leadership de Sa Majesté sur cette question. Et le rapport traite pratiquement de toutes les questions liées à la migration, légale et illégale. Et je pense qu'unanimement, la conférence a salué la qualité de ce rapport. Le Maroc fait un travail excellent dans ce domaine et tout le monde salue le leadership de Sa Majesté Mohamed VI. Et nous sommes tous fortement engagés, nous appuyons fortement ce rapport. So member states were very happy with the presentation of Morocco on the question of immigration. Les États membres sont pleinement satisfaits de ce rapport complet et pertinent. Une nouvelle preuve de l'engagement du Maroc sur la question migratoire dans le continent africain. Le rapport de Sa Majesté le Roi Mohamed VI sur la migration a corrigé un certain nombre de clichés. La migration africaine est essentiellement, précise le souverain, une migration qui se fait à l'intérieur du continent et au sein de ses groupes régionaux. L'Observatoire africain des migrations qu'abritera le Maroc se chargera donc de fournir des données fiables permettant de comprendre le phénomène et d'agir efficacement dans un cadre commun. Les responsables de l'Union africaine ont d'ailleurs salué à l'unanimité les efforts déployés par le Royaume pour l'opérationnalisation de ce nouvel organe. On ne peut que se féliciter de l'initiative du Maroc et ce que le Maroc fait dans ce domaine et particulièrement avec la question de l'observatoire. C'est un observateur qui aidera à trouver une solution aux problèmes de migration sur le continent africain.
Le Royaume du Maroc et l'Union africaine ont signé en décembre dernier l'accord de siège de l'Observatoire africain des migrations qui sera basé à Rabat. L'Observatoire renforcera l'intérêt du Maroc pour la question migratoire à travers une politique humaniste dans sa philosophie, globale dans son contenu, pragmatique dans sa méthode et responsable dans sa démarche. Et sur les points forts de la participation marocaine au sommet, écoutons le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. En ce qui concerne la participation marocaine, il a été marqué par 3 éléments importants. Le premier, c'est le rapport présenté par Sa Majesté le roi Mohammed VI en tant que leader africain sur la question de la migration à ses pairs chefs d'État africains. Le rapport a annoncé la mise en place de l'Observatoire africain sur la migration et le développement, dont le siège sera au Maroc. Le deuxième axe, c'est la question nationale, la question du Sahara marocain. Et là, on est dans la consécration de 2 éléments importants. Le premier, c'est la mise en œuvre de la décision de Nouakchott, qui avait décidé que la question du Sahara est au niveau des Nations Unies et que l'Union africaine doit apporter son appui, son soutien à ce processus, mais ne doit aucunement créer un processus parallèle ou une littérature différente de celle des Nations Unies. C'est le premier sommet qui ne prend pas de décision sur la question du Sahara marocain parce que les décisions sont prises à New York. C'est le premier sommet dans lequel le rapport du Conseil de paix et de sécurité ne contient aucune référence à la question du Sahara. Enfin, puisqu'il s'agit de l'année des réfugiés et des déplacés, le Maroc a introduit dans le débat le besoin d'un recensement des réfugiés là où ils se trouvent. Et que la question du recensement et de l'identification des réfugiés est un élément clé pour la quantification de l'aide, pour également avoir une idée précise de la réalité dans les camps des réfugiés et avoir une position précise également par rapport à la volonté réelle des réfugiés. C'était un débat nécessaire pour que tout ce qui se dit par rapport au camp de Tindouf en Algérie soit également abordé ici à Addis. Le Parlement européen adopte en session plénière à Strasbourg à une écrasante majorité le nouvel accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. Sur 653 députés présents, 70% des eurodéputés ont voté pour. Ce vote est la dernière étape de validation au niveau européen avant l'adoption par le Parlement marocain et l'entrée en vigueur de cet accord qui fixe les conditions d'accès pour la flotte européenne et prévoit les exigences d'une pêche durable. Farah Saaf, Nice El Hamdaoui. C'est fait. Le nouvel accord de pêche Maroc-Union européenne a été adopté par le Parlement européen à 415 voix pour, 189 contre et 49 abstentions sur 653 députés présents à la plénière. Une évidence. L'adoption de cet accord à une écrasante majorité est une suite logique des derniers développements dans le partenariat stratégique bilatéral, à savoir l'adoption de l'accord agricole qui étend les préférences tarifaires aux produits provenant des provinces du Sud. La raison l'a emporté puisque l'accord sur la pêche bénéficie aux 2 parties de l'accord, aussi bien au Maroc qu'à l'Europe, à l'Union européenne, singulièrement j'imagine au Portugal et à l'Espagne peut-être plus qu'à d'autres, mais c'est un accord win-win, gagnant-gagnant, et donc je suis satisfait d'abord qu'on ait voté. C'est une belle victoire, vous avez vu, ou peut-être vous n'avez pas encore vu, mais les résultats, nous avons eu plus des 2/3 de votes positifs. Évidemment, il n'y a pas eu d'acceptation d'un renvoi préliminaire à la Cour de justice, ce qui aurait été absolument sans sens. Nous sommes des députés, nous faisons la loi, nous n'avons pas d'abord à soumettre à une quelconque autorité juridique la validité de ce que nous faisons. Cela renforce le lien entre le Maroc et l'Union européenne, ce lien qui est essentiel dans le contexte international actuel. C'est à la fois de l'amitié et de l'intérêt bien compris. Le Maroc est un partenaire essentiel de l'Europe.
C'est un pays qui fait de gros progrès et donc moi je suis très heureux de l'issue du vote. Il s'agit de l'adoption d'un accord ambitieux qui marque une nouvelle étape vers une étroite coopération entre le Maroc et l'Union européenne. Nous sommes très contents du résultat d'aujourd'hui. Couvrant la zone de pêche s'étendant du parallèle 35 jusqu'au parallèle 22, à savoir de Cap Spartel dans le nord du Maroc jusqu'au Cap Blanc dans le sud du Royaume, cet accord signé le 14 janvier à Bruxelles précise entre autres les zones de pêche et les conditions d'accès pour la flotte européenne, avec une augmentation de la contrepartie financière qui passera d'une moyenne annuelle de 40 à 52 200 000 euros, soit une augmentation de 30%. L'accord comporte également des dispositions visant à optimiser les retombées et les bénéfices pour les populations locales des zones concernées. Il prévoit aussi des exigences techniques pour garantir la préservation de la durabilité des ressources halieutiques et la protection de l'environnement marin. Depuis l'Australie, où le ministre de tutelle entreprend une visite de travail, Aziz Arnouch souligne l'apport de cet accord, en particulier aux provinces du Sud. Cet accord va permettre de pratiquer la pêche dans les eaux marocaines et par conséquent il va donner la possibilité d'injecter des moyens financiers dans ce secteur et d'aller de l'avant dans le programme Haliotis. L'accord ouvrira également la voie à la promotion des investissements dans les provinces du Sud. Le vote positif des eurodéputés de l'accord de pêche s'illustre comme un couronnement des efforts des négociateurs techniques et des acteurs politiques, notamment les représentants élus des populations du Sahara marocain. Des intervenants qui ont fait preuve d'inflexibilité quant aux fondamentaux de l'intégrité territoriale et à l'attachement au partenariat historique multidimensionnel avec l'Union des 27. Et puis, sachez que le Maroc a exprimé son appréciation quant à l'action collective des institutions européennes et des États membres de l'Union européenne suite au vote par le Parlement européen à une large majorité à Strasbourg de l'accord de pêche Maroc-Union européenne. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Cette adoption confirme également que le Royaume du Maroc est le seul habilité juridiquement, dans le cadre de l'exercice de sa souveraineté, à négocier et signer des accords incluant le Sahara marocain, affirme le ministre, ajoutant que ces instruments juridiques couvrent la région du Sahara marocain et stipulent de manière explicite que la zone de pêche s'étend du parallèle 35 au nord au parallèle 20 du sud, soit de Cap Spartel à Cap Blanc, au sud de la ville de Dakhla. Après l'adoption le mois dernier de l'accord agricole, le vote de ce mardi vient confirmer l'attachement du Maroc et de l'Union européenne au renforcement de leur partenariat stratégique, ainsi qu'à sa préservation des manœuvres politiques et juridiques désespérées menées par l'Algérie et le Polisario, révèle le communiqué. Le ministère souligne que le secteur de la pêche a toujours été une composante importante du partenariat Maroc-Union européenne, précisant que l'accord adopté ce mardi vient préserver, consolider et développer les acquis de plus de 30 ans dans ce domaine. Et puis l'accord approuvé aujourd'hui par le Maroc, par le Parlement européen avec le Maroc, est une très bonne nouvelle pour les deux rives de la Méditerranée. C'est ce que souligne le commissaire européen chargé des affaires maritimes, de l'environnement et de la pêche. L'accord et son protocole valable pour 4 ans renforceront encore le partenariat stratégique entre l'Union européenne et le Maroc dans le secteur de la pêche, note la même source, estimant que leur impact socio-économique profiteront aux populations concernées et auront des répercussions positives sur le développement durable des ressources naturelles. Fin de citation. Au niveau à présent de la Chambre des conseillers, la séance de clôture a eu lieu cet après-midi. Auparavant, cette Chambre avait tenu la séance mensuelle consacrée aux questions orales sur la politique générale adressée au chef du gouvernement. Il a été question de débattre des mesures douanières et fiscales et de leur impact sur le secteur du commerce et le programme de lutte contre les disparités spatiales et sociales.
Arrestation à Salé de 3 ressortissants français, dont l'un d'origine algérienne, pour leur implication présumée dans le financement du terrorisme et lien avec organisations terroristes. C'est ce qu'indique la Direction générale de la Sûreté nationale. Les enquêtes et les investigations menées ont révélé que les suspects ont réussi à tisser des liens étroits avec des combattants actifs au sein de l'organisation terroriste Daesh sur la scène syro-irakienne. Les mises en cause ont été placées en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet chargé des affaires du terrorisme, alors que les enquêtes et les investigations se poursuivent pour l'arrestation de leurs complices et des autres individus impliqués dans ces actes terroristes et pour déterminer les connexions et ramifications éventuelles des personnes interpellés tant au Maroc qu'à l'étranger, précise la DGSN. L'actualité internationale de violents combats se poursuivent aujourd'hui entre les forces arabo-kurdes soutenues par Washington et les djihadistes du groupe État islamique retranchés dans leur ultime réduit de l'Est syrien, que des civils continuent d'ailleurs de fuir par centaines. Les djihadistes sont acculés dans une poche de quelques kilomètres carrés. Cette offensive finale dans la province de Deir ez-Zor a été lancée samedi par les combattants kurdes et arabes des forces démocratiques syriennes soutenues par la coalition internationale menée par Washington. Et puis le Venezuela, toujours dans l'attente de l'aide humanitaire, la situation ne cesse de se dégrader, surtout pour ces milliers de handicapés, des personnes âgées vivant dans la précarité la plus absolue. Pendant ce temps, le bras de fer concernant l'aide humanitaire étrangère se poursuit entre le nouveau président par intérim Juan Guaidó et le président déchu Nicolás Maduro. Ce dernier et l'armée qui le soutiennent bloquent toujours les convois internationaux de vivres et de médicaments. Parlons du Brexit à présent. La première ministre britannique Theresa May a souligné ce mardi à la Chambre des communes qu'elle a besoin, je cite, de plus de temps pour discuter avec l'Union européenne en vue de parvenir à une solution qui pourrait sortir le pays de l'impasse actuelle. Relevant que le processus de divorce arrive à une étape cruciale, Theresa May a insisté qu'elle ne permettrait pas que la paix soit perturbée en Irlande du Nord après la sortie du Royaume-Uni du bloc européen. Retour chez nous à présent. L'hécatombe de la route ne cesse de faire des victimes. Un accident de la circulation a eu lieu à Amskroud sur la route nationale reliant Marrakech à Agadir. Le bilan est de 3 morts. On ne le dira jamais assez. Soyez prudents au volant et respectez le code de la route. Accord de prêt de plus de 96 millions de dollars pour l'amélioration de l'accès à l'emploi. L'accord a été signé entre le Maroc et la Banque africaine de développement, paraphé par le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Benchaboun, et le représentant et la représentante résidente de la Banque africaine de développement au Maroc en présence du ministre du Travail et de l'insertion professionnelle. L'accord vise essentiellement la création d'environ 100 000 emplois par an. Zakaria Mokinbillah. Un nouvel accord de prêt pour le financement d'un programme d'accès à l'emploi. Prévu sur la période 2019-2021, cet accord signé avec la Banque africaine de développement porte pour la première fois sur des objectifs quantifiés. Un instrument de financement axé sur les résultats et la performance, afin de promouvoir l'employabilité des jeunes et des femmes au Maroc. C'est un programme qui aura un impact important et notamment pour la première fois la création d'un centre de formation de formateurs, la création d'un centre pour l'entrepreneuriat et aussi à terme ce programme ciblera la création d'environ 110 000 emplois. Ce programme constitue un appui pour le plan national de la promotion de l'emploi. Le plan a pour objectif de développer le capital humain et de renforcer ses capacités. Cette convention s'inscrit dans le cadre des orientations de Sa Majesté, comme vous le savez, dans les 2 derniers discours, celui de juillet et d'août, qui parle de l'emploi et de la formation. Et cette convention vient couronner la mise en œuvre de ces orientations et la disposition des moyens financiers qui permettent de la traduire sur le terrain.
Cet accord vise la création d'environ 100 000 emplois par an et l'accompagnement de 111 000 bénéficiaires de la formation qualifiante, dont 50% de filles. Le Royaume est un partenaire de long terme de la Banque africaine de développement et son premier client avec un portefeuille d'environ 3 milliards d'euros. Page culturelle à présent pour refermer notre édition. Le ciel se poursuit à Casablanca. À chacune de ces éditions, le succès est au rendez-vous. Le Salon international du livre et de l'édition est avant tout un lieu d'échange et de rencontre. Reportage, Mohamed Laroui et Dominique Orlando. Déambuler à travers les très nombreuses allées que compte ce Salon international de l'édition et du livre, c'est assurément prendre le risque de se faire très souvent surprendre. Les publications les plus diverses ne manquent pas et c'est donc presque par hasard que l'on s'est arrêté sur un certain Monsieur Rousseau. Depuis plus d'une vingtaine d'années, je réside dans la ville d'Essaouira. Et donc j'ai établi des liens très forts avec la baie d'Essaouira. Quand je dis la baie, j'inclus la ville de la Médina d'Essaouira, mais aussi à l'autre bout de la baie, le village de Diabète, que j'aime beaucoup, dans lequel j'ai résidé aussi. Et je me suis donc intéressé, en m'intéressant de près à l'histoire du village de Diabète, à cette époque psychédélique et l'époque des hippies, qui se sont installés en grand nombre sur toute la baie, et en particulier d'un côté dans la Médina d'Essaouira, mais aussi dans le village de Diabète. Son enquête essentiellement faite de témoignages recueillis auprès de ceux qui ont vécu cette période des années 68 et 69 à Essaouira permet d'élargir la connaissance de cette période restée depuis mythique, ce qui est une performance quand on sait le nombre d'articles et d'ouvrages qui lui ont déjà été consacrés. Durant tout l'été à Essaouira, une troupe de théâtre a été en résidence dans la ville, et pas n'importe laquelle, la troupe new-yorkaise du Living Theatre. À l'époque, le Living Theatre, c'était la troupe sans doute la plus avant-gardiste au monde. Et Essaouira, tout l'été, a accueilli cette troupe. Et cette troupe, elle a été en contact avec la population, en particulier, bien sûr, la population jeune, et elle a été en contact avec ce jeune maître de la confrérie des Gnawa, qui est Abderrahman Paca, dit également de son nom d'artiste Paco. Et ce jeune homme, il est entré en contact avec cette troupe hippie. Il s'est passé des choses fortes musicalement dans cet échange. Raconté de façon chronologique, tous les hippies vont à Diabète se clôturent par quelques annotations en forme de vraies pépites. À la fin, je consacre un chapitre justement sur la question artistique. Les gens qui sont venus là, comme Léonard Cohen et d'autres gens, d'autres qui deviendront célèbres plus tard. Et je consacre une page ou deux aussi à Madame Trudeau, Margaret Trudeau, les gens m'en parlent beaucoup à Essaouira, qui est la maman de Justin Trudeau, l'actuel Premier ministre du Canada. Et à l'époque, elle n'était pas du tout connue, elle était une jeune fille hippie à Essaouira. Tout comme cette rencontre avec Monsieur Rousseau, le Salon du livre et de l'édition ne vibre que pour cela, que pour ce type d'échange rendu possible grâce au vaste champ de la littérature. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur le Oula, 20h30. Une excellente soirée. À demain jeudi.